Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le secteur des hydrocarbures a été florissant sur le continent en matière de découverte ces dernières années. Cependant, le regain d'intérêt que cela suscite au niveau des investisseurs ne garantit pas pour autant sa relance, comme nous allons le voir dans la suite de ce journal. Le Sénégal, l'un des pays où plusieurs blocs pétroliers ont été découverts ces dernières années, va bientôt adopter une loi sur le contenu local pour permettre aux entreprises locales de mieux saisir les opportunités dans la chaîne de valeur pétro-gazière. Rappelons que le pays entame sa production gazière en 2022. Et puis la capacité du réseau électrique de Bangui, la capitale centrafricaine, sera accrue de 10 MW d'ici peu, améliorant ainsi les conditions de vie des populations qui subissent quotidiennement des coupures de courant pendant plusieurs heures. Mais tout d'abord, le président ivoirien Alassane Ouattara continue de faire planer le suspense concernant son éventuelle candidature ou non à la présidentielle de 2020. Si ce dernier a bel et bien réitéré sa volonté de passer la main du pouvoir, il a néanmoins mis en garde ses traditionnels rivaux, à savoir les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. En déplacement dans la région de Humboldt depuis le 27 novembre, il a affirmé dans une déclaration que si ces derniers se présentaient, il irait également à la présidentielle de 2020. En Afrique, la sous-région de l'UEMOA abrite les plus importantes découvertes pétrolières et gazières de ces dernières années, découvertes qui pourraient signifier la relance du secteur des hydrocarbures sur le continent. Mais serait-ce vraiment le cas? Élément de réponse dans ce sujet d'Angelo Megno. Le secteur des hydrocarbures a le vent en poupe actuellement sur le continent africain. Au cours de l'année 2019, plusieurs blocs pétroliers ont été découverts, ce qui a fait renaître un gain d'intérêt au niveau des investisseurs. Si le secteur semble se porter mieux grâce à ces découvertes, les défis liés à sa relance et à son exploitation sont tout aussi nombreux. Découvrir des blocs pétroliers ou de nouveaux gisements pétroliers, c'est une chose. Les exploiter, c'en est une autre. Et les pays africains, souvent, qui ne sont réduits qu'à la production du brut, pour importer des produits finis d'ailleurs, ils n'en bénéficient pas autant qu'on devrait espérer pour assurer un véritable développement des pays producteurs. Le cercle des géants pétroliers s'est élargi en 2019 avec l'arrivée de nouveaux producteurs. Parmi eux, on peut citer la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Gambie et le Niger. Des anciens ténors tels que le Nigeria et le Gabon ont également fait leur retour avec la découverte de nouveaux gisements. Le fait de découvrir des gisements pétroliers ne suffit pas en soi, tant que l'Afrique n'a pas développé ses propres capacités d'exploitation de ces gisements, de transformation des produits bruts en produits finis. Et ce sont des investissements qui sont malheureusement très coûteux. Il faudrait qu'il y ait des réformes économiques et financières assez importantes en Afrique pour dégager des ressources financières propres à financer les entreprises pétrolières africaines pouvant être capables d'alimenter le marché mondial, mais d'abord et principalement le marché africain. Entre 2018 et 2025, le secteur des hydrocarbures va nécessiter près de 194 milliards de dollars d'investissement selon Global Data. L'industrie africaine du pétrole et du gaz nécessiterait également plus de 721 milliards de dollars d'investissement cumulés dans les infrastructures entre 2013 et 2025. Parlant d'hydrocarbures, le Sénégal s'apprête à adopter une loi sur le contenu local dans le domaine du pétrole et du gaz. Cette loi permettra au pays de mieux réglementer le secteur en faveur de l'inclusion. Ainsi, les entreprises locales et les populations pourront mieux bénéficier des opportunités qu'offrent les chaînes de valeur du pétrole et du gaz. Philomentine. Parvenir à 50% de contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière en 2030 est ce qu'ambitionne le Sénégal. Pour l'atteinte de cet objectif, le pays envisage rehausser la part des nationaux dans les hydrocarbures. Ainsi, les investisseurs privés nationaux disposant de capacités techniques et financières auront la possibilité de participer aux risques et aux opérations pétrolières. L'industrie pétrolière et gazière demande beaucoup de moyens et le privé sénégalais ne pourra pas certainement faire face
aux appels d'offres qui seront lancés avec des entreprises internationales. Le Sénégal doit entamer sa production gazière en 2022 avec le gisement de 700 milliards de mètres cubes de gaz à partager avec la Mauritanie. Puis à partir de 2023, le pays espère sortir entre 100 000 et 120 000 barils par jour des gisements du bloc Sangomar profond situé à 100 km des côtes sénégalaises dont les réserves ont été estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole. La loi sur le contenu national est importante. Maintenant, c'est à ces entreprises sénégalaises de se regrouper et de voir comment ils pourront, dans ces regroupements, mais également avec les partenariats stratégiques qu'ils pourront mieux avec les entreprises qui vont venir exploiter le pétrole au niveau du Sénégal. Au vu de ces importantes ressources pétrolières et gazières, le Sénégal envisage réglementer le secteur à travers une loi sur le contenu local. Ainsi, les entreprises locales saisiront mieux les opportunités de la chaîne de valeur pétro-gazière. Journée mondiale de lutte contre le sida ce dimanche 1er décembre. Une épidémie qui, selon un rapport ONU-SIDA, a touché en 2018 près de 38 millions de personnes dans le monde. Cette journée est traditionnellement l'occasion d'insister sur l'évolution de la maladie et l'importance de la prévention. En matière de prévention, il existe des approches plus médicales, comme c'est le cas notamment de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Une méthode trop peu utilisée alors qu'elle donne de bons résultats selon plusieurs chercheurs. Il s'agit de donner des médicaments anti-rétroviraux à des personnes qui sont négatives, qui n'ont pas le virus VIH, mais qui prennent des risques pour des raisons diverses. Un procédé que beaucoup souhaiteraient rendre populaire en Afrique. Le Niger, toujours en proie à l'insécurité alimentaire, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 1,2 million de personnes étaient gravement touchées entre juin et août 2019, chiffre qui devrait croître selon les autorités nigériennes. Siam le Vecteur Asedji. Au Niger, les autorités estiment à 1 315 025 le nombre de personnes qui sera touchées par l'insécurité alimentaire. Le gouvernement a déclaré que la production agricole en 2019 sera moyenne dans 5 départements, selon l'Organisation des Nations Unies. Pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, 1,2 million de personnes étaient gravement touchées entre juin et août 2019. Il y a 8 régions du pays qui ont été parcourues. Même dans les zones où il y a eu un peu de production, la production est moindre. Mais le plus souvent, dans toutes les autres zones, la production est déficitaire. Ça veut dire que quand le bilan global va être dressé, on va se retrouver avec une situation où ça va dépasser largement le chiffre qui a été indiqué, les statistiques vont être faussées. Inondations dans certaines villes et rareté des pluies dans d'autres, ces aléas ont détruit des milliers de terres arables alors que 80% de la population nigérienne dépendent de l'agriculture. Les autorités ont dit avoir lancé des opérations de sauvetage au profit des populations des zones déficitaires. Dans des régions, dans des départements entiers, pratiquement les gens ont tout perdu. Pour vous dire, il y a pratiquement toutes les organisations des Nations Unies qui sont là. Le problème se pose en termes de mobilisation rapide des moyens. Le président a promis une aide d'urgence de 2,5 milliards en attendant que dans le cadre des projets avec les partenaires, il y a d'autres financements qui vont arriver. Selon la FAO, la sécheresse et les insectes ravageurs ont eu des effets aggravants sur l'insécurité alimentaire. Mais à cela s'ajoute la crise sécuritaire dans la sous-région. En 2019, déplacés internes et réfugiés ont exercé de terribles pressions sur les ressources du pays déjà limitées. Selon la Banque mondiale, la Centrafrique a actuellement un taux d'électrification d'environ 15% pour une capacité installée de 30 MW. Afin d'améliorer ces chiffres, le pays va bientôt disposer de 4 groupes électrogènes diesel très robustes. Cette offre apportera à Bangui, la capitale, 10 MW supplémentaires pour le compte de son réseau électrique. Les précisions de Philomentine. 10 MW supplémentaires au réseau électrique de la capitale de la Centrafrique, Bangui. Cette hausse d'alimentation sur le réseau électrique national sera réalisée grâce à la fourniture de 4 groupes électrogènes au pays par Clark Energy. En République centrafricaine en général et précisément à Bangui, l'accès à l'électricité reste difficile. Le pays n'a pas assez de moyens parce qu'en fait, lorsque vous n'avez pas un environnement économique assaini, vous ne pouvez rien faire. Donc le pays n'a pas assez de moyens pour mettre la sécurité, pour
développer certains secteurs comme l'énergie. Donc, le peu de ressources qu'on a, on injecte ça dans la sécurité. Les 4 groupes électrogènes, c'est une solution d'appoint. Énergie Centrafricaine, l'unique entreprise de distribution de l'électricité du pays, traverse une période de crise énergétique depuis 2008. En septembre 2019, la Direction générale a lancé un programme de délestage pour répondre aux besoins des clients en vue de permettre l'exécution des travaux de réhabilitation des réseaux de transport. Et pour en venir donc à l'énergie, qui est également un maillon déterminant dans le développement économique d'un pays, les 4 groupes électrogènes, c'est pour fournir de l'énergie à Bangui. Or, le pays, c'est pas seulement Bangui. Le délestage que tout le monde dénonce, en fait, c'est une solution palliative à laquelle fait face l'opérateur de distribution d'énergie pour pouvoir procéder à ce qu'on appelle techniquement le rationnement. La Centrafrique a actuellement un taux d'électrification d'environ 15% selon la Banque mondiale pour une capacité installée de 30 MW, alors que le pays est doté d'immenses potentialités énergétiques sous différentes formes. Dans l'actualité également, au Mali, le MNLA, membre de la coordination de l'Azawad, qui contrôle la ville de Kidal, y organise un congrès. Pendant 3 jours, le mouvement indépendantiste Touareg devrait notamment discuter de l'accord de paix d'Alger de 2015 dont il est signataire. Objectif, réorganiser les actions du mouvement pour qu'il soit en adéquation avec les réalités du moment. L'accord de paix d'Alger peine à être appliqué. L'insécurité perdure, que ce soit à Kidal ou dans le centre du Mali. Un contexte qui avait conduit le HCUA, groupe allié du MNLA, à proposer une fusion de tous les mouvements armés du nord du Mali lors d'un congrès organisé au mois d'octobre. Le but étant de mettre en place une plateforme politique commune. Restauration de 200 hectares de terres dégradées au Burkina Faso. Un projet lancé le 22 novembre et porté par les autorités et le programme des Nations Unies pour l'environnement qui vise à reconstituer le couvert végétal du pays afin de combattre la désertification. Les précisions d'Aïssatou Bari. 5,16 millions d'hectares de terre sont dégradés au Burkina Faso. Le pays entend restaurer 470 000 hectares de terre chaque année afin d'empêcher la dégradation de nouvelles terres durant la prochaine décennie. Et il faut dire que le Burkina Faso vraiment vit une situation assez inquiétante en ce qui concerne la dégradation des sols et des terrains. Environ 470 000 hectares sont depuis 2002 dégradés chaque année. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a pris une politique visant à restaurer progressivement l'ensemble des terres dénudées. Si ce n'est que des déclarations à l'heure où nous en sommes, il n'y a pas d'action concrète en dehors des mécanismes anciens qui sont connus. Récemment, un projet pilote de plantation d'arbres pour la restauration de terres dégradées au Burkina Faso a été lancé. Initié dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement, ce projet pilote va permettre de reboiser 200 hectares de terre pour une durée de 2 ans. Il faut également souligner qu'au niveau législatif et réglementaire, il n'y a pas de texte en tant que tel qui sanctionne durement, qui sévit durement en ce qui concerne la destruction de l'environnement. Alors le défi ici consiste surtout à durcir le ton. 4 espèces dont le néré, le karité, la balanite et la tamarinier seront replantées dans les régions de Boulgou, de Komoé et de Lubritanga. Le service coréen des forêts contribue dans le cadre de ce projet à hauteur de $80 000 pour la phase pilote et $500 000 pour la deuxième phase. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.